Bonjour à tous et bienvenue sur Rare, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. Je suis avec Sandra aujourd'hui. Sandra, hello, Hello! comment ça va? Ça va bien, écoute, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, merci d'être présente. T'as aussi chaud que moi. Oui, là on est dans une phase de canicule montante, ça va aller de mal en pis. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, on est en plein mois de mi-juin. Je chauffe. Sandra aussi, mais bon, on va se concentrer, on va faire abstraction de tout ça. C'est ça. Bah écoute Sandra, bienvenue, mets-toi à l'aise, t'as ta petite gourde d'eau et tout, donc nickel. Tu vas voir que j'ai quelques questions à te poser, même beaucoup de questions, mais en tout cas les 5 premières questions, c'est tout le monde a la même chose. En termes d'invités, chacun est logé à la même enseigne. Il y a des questions un petit peu fun, donc tu verras. OK. La première question que je vais te poser, c'est si toi aujourd'hui tu dois décrire ton métier à ta grand-mère de manière hyper simple, sans jargon, etc. Comment tu lui parlerais de ton métier? Je lui dirais que je suis un lien entre un besoin et un produit et une personne. Pour le coup, pour faire de façon très simplifiée en tant que commercial. Je suis le lien entre le produit final et la personne qui potentiellement peut être intéressée par ce produit. Propre, j'adore. Je pense qu'elle comprendrait effectivement. Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien, que ce soit au boulot ou même en dehors du bureau? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves de ton lit le matin? L'énergie en fait, enfin c'est très basique, mais moi je suis très sensible en fait aux environnements, à l'ambiance, l'ambiance de travail, le team building, l'équipe. Je suis quelqu'un qui est assez team spirit pour le coup. J'ai fait du volley pendant 25 ans en compétition quand j'étais toute petite et tout, donc c'est vraiment dans la peau. Donc vraiment en fait c'est essentiel pour moi de travailler avec des équipes qui sont bienveillantes, des équipes en fait qui sont soudées, qui se serrent les coudes et puis qui cèdent en cas de coup dur. Tu vois, il y a souvent en fait ce côté commercial où les gens voient le commercial comme un requin qui pense qu'à lui, qu'à ses coms. Moi, j'ai eu la chance, je touche du bois jusqu'ici, mais j'ai eu la chance de toujours travailler avec des équipes qui étaient hyper bienveillantes et qui, au contraire, aidaient ses camarades dans les difficultés. Et ça, c'est pour moi, c'est hyper important. Et du coup, ouais, c'est très moteur. Hmm. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. La relation marketing commercial, forcément, Mm. j'ai travaillé avec énormément de commerciaux, des commerciaux plus bienveillants, d'autres plus requins, comme tu as dit. Donc j'ai hâte d'aller dans le détail. Mais en tout cas, en termes de curseur, je pense un peu comprendre où est-ce que tu es. T'es pas dans la partie requin, en tout cas. Non, j'essaye. On va voir, on va voir. Est-ce que tu as des rituels au quotidien et surtout le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les premières choses que tu fais? Moi, je suis maman de 2 enfants, donc la première chose que je fais, je vais réveiller mes enfants à coups de petits bisous, des petits bisous d'amour. Alors, ils ont beau avoir un réveil, si tu veux. J'aurais acheté un réveil avec une lumière, tu sais, pour leur indiquer sur tout le week-end que c'est pas le moment de se lever et que maman elle doit faire la grasse mat le samedi et le dimanche. Et pour le coup, toute la semaine, ça sonne. Donc, il y a un petit aboiement, mais ça les réveille pas, hein. Ils préfèrent les bisous de maman. Donc mon premier rituel, c'est d'aller dans leur chambre et puis d'aller les réveiller en leur faisant plein de bisous. Et puis après, j'attaque, je prépare le petit déjeuner, etc. Et puis je m'occupe de moi après, pour le coup. C'est adorable ce que tu dis et tu m'as donné envie d'aller voir ma mère là. Elle habite pas très 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 loin de chez moi. Pour avoir Ah des petits oui, c'est bisous important les d'amour. mamans. Attends. Ah bah ça, dans tous les cas, je pense qu'on a tous la période adolescence où on n'a pas envie de traîner avec sa mère, mais de passer l'adolescence, on redevient un enfant dans tous les cas. Ah, complètement. Bon, bah les petits bisous, trop bien. La dernière chose qui t'a fait rire, mais pas un rire vite fait, mais un rire du fond du cœur, tu te souviens? Oh, ouais. Ouais, je pense que c'est plus. Alors, j'ai pas comme ça en tête quelque chose qui me vient tout de suite, mais les plus gros fous rires que j'ai, c'est avec ma bande de copines. On a une bande de copines en fait avec lesquelles on se voit une fois par mois. On s'est décrété, tu vois, tous les derniers mardis du mois. C'est un rendez-vous qu'on loupe pas. S'il y en a une qui loupe, bah, le mois suivant elle est là et on est, tu vois, un petit groupe de 8, 9 personnes. Et souvent on est 4, 5, parfois on est 10, voilà, pour le coup. Et les plus gros fous rires, c'est avec elle, pour le coup, où on se raconte toute notre vie, toutes nos
anecdotes, tout ce qui s'est passé sur le mois, les enfants, le mari, les amants pour certaines, parce qu'il y en a qui ne sont pas mariés, donc voilà. Donc les plus gros fous rires, je pense que c'est avec elle. C'est le groupe de gossip, quoi. Voilà, c'est le petit groupe, tu sais, sur WhatsApp avec le nom bien spécifique qui veut rien dire, mais où on se raconte tout, rien, n'importe quoi, et où on sait qu'elles sont là, quoi. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est le genre de groupe où quand il y a quelqu'un qui se de ton téléphone et qui voit juste le nom du groupe, qui te disent mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Qu'est-ce que ça. tu fais? Bon bah on fait un petit bisou au groupe de copines si elles nous écoutent. Et qu'est-ce qui fait justement toi, selon toi, que ce soit côté professionnel ou même côté personnel, une personne de rare, selon toi? Moi, je pense que moi, j'ai commencé, alors d'un point de vue professionnel, moi, j'ai commencé à travailler sur la partie commerciale, si tu veux. J'avais pas spécifiquement d'outils. J'avais une base de données Excel, j'avais un téléphone, et puis fallait vendre, tu vois, fallait vendre de la base de données, fallait vendre. J'ai aussi été attachée de presse dans une autre vie, donc fallait placer des produits auprès des journalistes dans les magazines. Et effectivement, on n'avait pas, tu vois, tout ce qui était CRM, on n'avait pas de lead qui venait du marketing, c'était très peu développé. Donc je pense que ce qui fait de moi quelqu'un de rare, c'est qu'aujourd'hui, j'ai su aussi m'adapter, me former à tous ces nouveaux outils qu'on trouve sur le marché. Et du coup, en fait, j'ai un petit peu upgradé. Mais si jamais un jour il y a un blackout, oui, je sais plus comment on dit. D'accord, oui, c'est bien. Voilà, enfin, tu vois l'idée. Je sais que je pourrais m'en sortir sans les outils. Si tu veux, ça m'empêchera pas de vendre ou ça m'empêchera pas d'aller chercher le client. Parce que moi, souvent, j'ai remarqué sur les générations qui arrivent, pour le coup, c'est oui, mais on n'a pas tel outil, on n'a pas de CRM. Oui, mais je peux pas appeler telle personne. Moi, j'ai vécu une époque, si tu veux, où on n'avait pas les outils type Casper, on n'avait pas Lusha, on n'avait pas Walaxy. Donc moi, j'apprenais mon téléphone, je prenais le numéro du standard et je passais par le standard et à biaiser, à raconter un peu des mistouflades. Oui, j'ai une invitation à envoyer à votre PDG, est-ce que je pourrais avoir son adresse mail, etc. J'arrivais à obtenir une adresse mail ou j'arrivais à obtenir un portable ou un numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je me débrouillais, si tu veux. Ça, c'est quelque chose, tu vois, sur tous les stagiaires ou les gens que j'ai encadrés. Plus jeunes, de 10 ans, on va dire plus jeunes que moi, c'est des choses, des réflexes qu'ils n'ont pas forcément pour le coup. Ils sont un petit peu trop dépendants des outils et c'est dommage parce que parfois, alors les outils c'est vachement bien parce que ça permet d'upgrader, mais mais du coup ça leur donne un peu des œillères que je n'ai pas, tu vois, pour le coup. Donc je pense que c'est ça qui fait de moi aujourd'hui quelqu'un de rare. Non, c'est bien ce que tu dis dans le sens où je fais partie de la génération des personnes qui ont baigné avec les outils, hein. Forcément, je connais des marketeurs de la génération avant moi, justement, qui, eux, faisaient du marketing vraiment à la main. Je fais pas partie de cette génération, je suis celle juste d'après. Ouais, Mais effectivement, de dire que au final, si je résume un petit peu ce que tu dis, tu as le côté réactif, au final, de ouais, si j'ai rien, je sais faire. Si j'ai quelque chose en plus, je sais faire. Et s'il y a quelque chose de nouveau, je sais faire encore. ouais, Si je complètement. résume, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, complètement. Bah parfait, bah écoute, creusons, creusons. Juste avant cette partie-là, est-ce que tu peux, un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, nous parler un peu de ton parcours de commercial? Comment t'es tombé dedans? Comment ça s'est fait, justement? Moi, j'ai pas commencé comme commercial tout de suite. Je suis diplômée en fait d'une école de commerce et comme toutes les jeunes filles diplômées d'école de commerce, je rêvais de travailler dans la communication, le marketing pour une marque de luxe, tu vois. Donc j'ai cherché pendant longtemps des jobs dans la com, etc. Mais on va dire que la com n'a pas voulu de moi où c'était pas la bonne époque parce que j'ai été diplômée après le 11 septembre et puis au 11 septembre, si tu veux, c'était très compliqué de trouver tous les budgets com marketing étaient coupés en deux, donc il n'y avait pas beaucoup d'embauches. Et mon premier CDI, je l'ai décroché dans une agence de communication en tant qu'attaché de presse. Donc ça restait dans l'environnement qui me plaisait. Je travaillais pour des marques de beauté, de santé, du coup j'y suis restée, je crois 3 ans et demi ou 4 ans. Et au bout de 3 ans et demi, 4 ans, en fait, j'en ai eu vraiment ras-le-bol parce que j'étais payée avec le dos de la cuillère, je faisais des horaires à longe et j'avais surtout aucune reconnaissance. Pour le coup,
j'étais souvent appelée en pompier en mode, bah tiens, sur ce client, on risque de le perdre. Sandra, tu as des bons contacts avec les journalistes. Est-ce que tu pourrais pousser des parutions pour montrer aux clients qu'on a des parutions, qu'on travaille sur son compte, etc. Donc, je faisais avec grand plaisir et on obtenait toujours des bons résultats. Mais pour ce qui était d'augmenter, d'avoir un merci, c'était inexistant. Et du coup, en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle avec eux et je me suis posé la question parce que mon métier, je l'adorais, mine de rien, écrire des communiqués de presse, rencontrer du monde, créer des événements pour les marques, etc., mettre en avant des marques, c'était vraiment un métier que j'adorais. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller sur l'environnement commercial, parce que ça reste de l'humain, ça reste du relationnel, ça reste des rendez-vous, des rencontres, et puis surtout en termes de reconnaissance, la reconnaissance, tu l'as par ton salaire, tes primes, et tu l'as en fait par tes objectifs. C'est-à-dire que tu fais tes objectifs, bah, t'as pas besoin d'attendre un merci si tu sais que tu as fait le job et du coup tu peux être satisfait de toi-même par toi-même. Tu les dépasses, bah, tu as de quoi être encore plus heureux parce qu'en plus financièrement tu as la récompense derrière. Et c'est pour ça que je me suis lancée en fait dans la partie commerciale et après j'ai vendu des bases de données, j'ai vendu des espaces pubs, j'ai vendu des événements, j'ai fait plein de choses dans plein de milieux différents, mais le commercial pour le coup me colle vraiment à la peau. Ok. Et justement, quand tu as commencé en tant qu'attaché de presse, je ne savais pas, pour le coup, je découvre aussi. Il y a des compétences que tu as développées dans cette expérience-là que tu utilises jusqu'à maintenant? Oui, en fait, c'est curieusement d'avoir travaillé en agence de communication, ça m'a aussi énormément ouvert sur des réflexes commerciaux, dans le sens où, en tant que commercial, je sais en fait quelle est la valeur d'un communiqué de presse, quelle est la valeur en fait du service communication et ce qu'il peut apporter en termes d'image, de notoriété, de visibilité, si tu veux, et qui peut m'être bénéfique d'un point de vue commercial. Donc moi, j'ai toujours eu, en fait, même en étant commercial, j'ai toujours eu un regard sur ce que faisait le service communication en leur suggérant des choses ou en leur demandant des choses. Et c'est un peu la même chose en fait avec le marketing, parce que aujourd'hui, communication marketing, c'est aussi assez lié et assez proche. Et pour le coup, en fait, je connais leurs contraintes. Donc, en tant que commercial, quand je sais qu'ils ont besoin d'infos venant de moi, en fait, je leur donne très rapidement. Donc, il y a vraiment contrairement peut-être à d'autres commerciaux qui n'ont fait que leur métier de commercial de A à Z. Moi, je sais travailler en fait avec les environnements et avec les services extérieurs, si tu veux, parce que je connais leurs valeurs, je comprends leurs valeurs et je sais ce qu'elles peuvent m'apporter, si tu veux. Donc, j'ai tout intérêt à collaborer avec elles et avec ces services-là, parce que c'est du gagnant-gagnant pour moi. Hmm. Et bon, là, t'en parles, j'avais prévu de poser la question bien après, mais écoute, J'anticipe. allons-y. T'en penses quoi au global de la relation, j'ai ma petite idée, hein, bien sûr, mais la relation entre le marketing et le commercial, bon, toi, tu as cette aisance, comme tu as dit, à te diriger de service en service en fonction des besoins, de ce que tu vois, etc. Mais globalement, par rapport à la relation des deux équipes, qu'est-ce que tu observes, toi, aujourd'hui? Moi, j'observe souvent beaucoup de mécompréhension. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas en fait les enjeux marketing, ou quand on ne comprend pas en fait les contraintes, parce que c'est un métier qui est plein de contraintes, où on teste énormément de choses, où on se casse les dents avant qu'il y ait des choses qui réussissent, si tu veux, ben, en face, tu as de l'impatience et de la frustration. Et du coup, quand tu es commercial, tu as aussi une pression hein, du chiffre, faut pas non plus l'oublier, c'est qu'on t'attend au tournant et que bah, souvent tu te dis bah, le marketing est là pour t'apporter aussi des leads qualifiés et quand toi tu appelles et que finalement le lead n'est pas forcément qualifié ou je sais pas, où il manque un numéro, etc., il y a beaucoup en fait de frustration et généralement, souvent, ce que j'entends, c'est ouais, mais bon, les leads du market, ils sont nuls, donc je m'en occupe pas. Et en fait, il y a une lassitude. Et au final, les commerciaux, au lieu de travailler avec les marketeurs en leur disant, alors écoute, ce lead-là, il était bien, mais en termes de budget, il n'était pas bon, la taille de l'entreprise, elle n'était pas bonne. C'est de ça, en fait, dont les marketeurs ont besoin. Ils ont besoin d'un feedback terrain pour pouvoir améliorer, en fait, leur reach derrière et pour pouvoir améliorer, en fait, leur campagne et avoir une qualité de lead supérieure. Sauf que les commerciaux, comme ils ont
un manque de temps, une pression commerciale, ils prennent le lead, ils regardent vite fait, ah non, c'est bon, c'est une PME, une TPE, même pas je l'appelle. Et ils jettent le lead ou ils s'en occupent pas. Et du coup, forcément, les marketeurs, eux, bah, ils ont aussi des objectifs parce que les budgets sont pas non plus extensibles ad vitam aeternam. Donc, ils doivent justifier des trucs. Et du coup, il y a toujours en fait ce cercle vicieux. Ah, mais oui, mais on donne des leads. Ouais, mais les commerciaux traitent pas les leads. Ah, bah oui, mais les leads que je reçois, ils sont pourris. Ah, bah super. Donc c'est un peu toujours le problème que je remarque dans chaque équipe pour le coup. T'as tout dit. J'ai rien à rajouter. Ouais, il y a toujours cette petite, pas guéguerre, Ouais, c'est pas le meilleur terme, mais en tout cas une relation qui est assez complexe au vu des enjeux et des objectifs de chaque team. Mais on va y revenir. Enfin, j'ai vraiment envie de rentrer dans ce sujet-là, mais il faut que je respecte ma trame quand même. oui. Mais effectivement, enfin, là, vous avez eu le point de vue de Sandra. C'est quelque chose sur lequel je bosse au quotidien. Vraiment, Ouais. c'est pas nouveau et c'est un cas et un réel objectif maintenant dans les entreprises qui ont des commerciaux et des marketeurs. Ouais. Mais on y reviendra après. Ah oui, parce que moi je suis Euh, persuadée que les deux sont très importants et Complètement. meilleure est la communication et meilleure la qualité du lead sera et les résultats en fait c'est vertueux. Mais il faut attaquer les choses dans le bon angle et dans le bon sens avec intelligence. Exactement. Mm. Et justement, enfin, je pense et peut-être que les personnes qui nous écoutent l'ont vu. Tu parles bien. Euh, Merci. T'as une aisance quand même à l'oral et relationnelle. Et enfin, Sandra, quand on s'est connus, à un moment donné, on discutait toutes les deux. Et à un moment, je t'ai posé la question, est-ce que t'es commercial? Et tu m'as dit oui. Mais c'est parce que ça s'entend, en fait, dans la manière dont tu parles. Cette aisance que tu as à parler, ou même côté relationnel, lorsque tu discutes avec les personnes là, tu l'as développé lorsque tu es devenu commercial ou plus quand tu étais attaché de presse? Je pense que ça a toujours été en moi et je l'ai toujours eu. Moi, j'avais une grande sœur, si tu veux, qui occupait beaucoup d'espace et du coup, je me suis construite, si tu veux, dans l'espace familial. Elle prenait beaucoup de place et moi, je me suis construite du coup en dehors de cet espace familial avec mes amis. Et j'ai tout de suite eu, en fait, j'ai toujours été bande de potes et j'ai toujours été très extravertie, voire un peu trop quand j'étais plutôt, tu vois, au collège, au lycée. Très grande gueule. On me qualifiait plutôt de grande gueule où je partais, je criais, enfin on m'entendait, tu vois, une soirée on me voyait, on m'entendait, il n'y avait pas de sujet. Et je dirais que ça s'est plutôt apaisé et je me suis calmée en fait avec les années, pour le coup, où j'ai laissé plus de place aussi aux autres dans l'écoute. Ce que j'avais pas en fait plus jeune, c'était peut-être l'écoute. J'étais plus en mode écoutez-moi, regardez-moi, j'existe. Et en grandissant, je me suis rendu compte que agir comme ça, si tu veux, c'était pas forcément la clé pour se faire aimer de tout le monde et qu'il y avait l'écoute qui était très importante. Et l'écoute, par contre, je l'ai beaucoup adaptée, enfin, j'ai beaucoup acquise, on va dire, avec le métier de commercial. Parce que si tu n'écoutes pas ton client, tu feras jamais de vente. Il y a un côté très empathique où si la personne elle te dit j'ai besoin d'une voiture rouge avec quatre roues et puis ce qui est très important c'est une boîte automatique et que tu lui proposes une voiture verte manuelle si tu veux la vente, tu la feras jamais parce que tu n'as pas écouté en fait les besoins ou les freins. Et au-delà de ça, en fait, au-delà du parler, tu as, aussi ce côté instinctif. Il y a aussi ce que les gens ne disent pas. Et c'est là où c'est très intéressant, en fait, quand tu rencontres les gens en visio, tu as aussi le comportement où tu dis, tiens, il m'a dit ça, mais identifier les peurs, etc. Donc voilà. Et puis je pense que le fait d'avoir fait un sport collectif de volley, si tu veux, tu as besoin de communiquer pour faire passer le ballon en face. Tout ça, c'est lié. Et puis ben, le côté attaché de presse, effectivement, aller vers le client, aller vers les journalistes, toujours avoir le sourire, être très avenant. Il y a ce côté très commercial pour le coup. Donc je pense que je l'avais quand même en moi. J'avais des défauts que j'ai, avec l'âge et la maturité, on va dire, absorbés et améliorés. Hmm. Selon toi, il faut être extraverti pour être commercial? Parce que typiquement, en marketing, c'est pas quelque chose qu'on demande. Enfin, ça va dépendre du métier que tu fais côté marketing. Parce que souvent, tu travailles dans ton équipe marketing, tu fais tes tâches. Après, tu as des métiers comme le mien qui suggèrent de parler avec d'autres équipes, avec la direction,
Enfin, il y a un côté pédagogique et typiquement, moi, ça se voit pas trop, mais je suis très introvertie. Je suis extrêmement introvertie, mais je fais de mon mieux pour mettre cet aspect-là de mon côté sous le tapis pour pouvoir faire bien mon métier. Mais le commercial, passez votre temps au téléphone, littéralement, je pourrais pas faire ce métier-là, vous parlez tout le temps, mais dans le bon sens du terme et avec un objectif business, hein. Mais pour toi, est-ce qu'il faut être comme toi? Enfin, est-ce que c'est une condition sine qua non pour Je pouvoir pense bien faire ce pas. métier? Je pense pas. Tu peux être introverti, mais aimer les échanges aussi, si tu veux. Après, moi j'ai eu des commerciaux, c'était très difficile pour eux sur un événement physique d'aller vers l'autre. D'entamer, si tu veux, la discussion, mais avec des gens qu'ils connaissaient, qu'ils avaient eu au téléphone, avec lesquels ils avaient fait une relation, il y avait plus de facilité. Euh, je suis pas certaine que être absolument extraverti soit un atout. Je pense qu'il faut s'adapter et il y a une typologie de clients qui ne va pas du tout aimer les gens trop exubérants et puis d'autres qui vont préférer. Encore une fois, je dirais que pour être un bon commercial, par contre, il faut être empathique. Très empathique parce qu'il faut arriver à ressentir. Tu dois ressentir quand tu saoules la personne. Donc, oups, c'est le moment de plier et puis de finir ton pitch. Tu dois sentir quand euh, c'est vraiment en fait c'est très je dirais faut être un très bon instinctif pour être commercial, pour être un bon commercial et avoir de l'empathie pour se mettre à la place de l'autre. Souvent en fait moi ce que je dis à mes équipes c'est ton client, qu'est-ce qu'il veut? Tu te mets dans le fauteuil de ton client, qu'est-ce que tu voudrais à sa place? Quel est le discours que tu voudrais entendre? Tu vois? C'est ça qui fait la différence pour moi avec un bon commercial et quelqu'un qui va te vendre au kilomètre pour le coup. Donc l'empathie devant le côté extraverti. Ouais, J'aime bien cette phrase. oui, Très bien, ça me c'est un va. nouveau leitmotiv LinkedIn. Ah. Tu le mettras dans ton post pour Ça, promouvoir ce podcast. c'est ça. Comment tu as développé l'approche, tu le disais justement en amont, le côté où ta force justement c'est d'être une vraie chasseuse, même avant tous les outils qui nous facilitent la vie aujourd'hui. Par rapport à cet écosystème dans lequel tu as vécu et cet écosystème dans lequel tu vis actuellement avec tout ce qui tout ce qui sort à chaque fois, comment tu arrives à garder cette empathie-là quand tu vas aller chasser quelqu'un qui te connaît pas ou qui connaît pas ton produit, par exemple? Bah, moi, je prends ça en fait, mon métier, je le prends comme un jeu, comme une chasse au trésor, si tu veux. C'est-à-dire que quand je vais chasser ou quand je chasse, tu vois, le prospect, si j'ai déjà un client, si tu veux, dans le même secteur d'activité, il y a une analyse, si tu veux, à faire en te disant, OK, bah, aujourd'hui, je vends tant de prestats ou cette presta-là à telle typologie de clients. Quels sont les concurrents? Je vais prendre les 3, 4, 5 concurrents. Si j'en ai un qui vient, il n'y a aucun intérêt. Enfin, il y a aucune raison, si tu veux, pour moi, que les autres ne viennent pas non plus. Donc pour moi, c'est une évidence. Donc partant de ce fait, derrière, en fait, je vais en chasse au trésor, je vais trouver le bon contact, je vais essayer d'appeler, je vais essayer de convaincre, je vais essayer de rencontrer les personnes sur les événements, je vais aller sur les salons, je vais aller toquer aux portes, tu vois, et je vais essayer, voilà, de créer un lien, quel qu'il soit, que ce soit par un mail un peu peut-être un peu plus décalé aussi, et moins un mail très formel, bonjour monsieur, etc. C'est coucou, j'ai vu que vous étiez sur tel salon, je vais venir vous voir, vous êtes dispo quand je vais vous présenter un super truc, vous allez jamais pouvoir vous en passer, tu vois. Essayer de marquer les esprits avec un ton ou une touche un petit peu différente. Ça, quand je travaillais, tu vois, chez les Big Boss, on le faisait beaucoup et ça fonctionnait. Il y avait un côté très proximité. Alors, ça nous était reproché de temps en temps parce qu'on tutoyait tout le monde. Et au départ, j'ai eu vachement de mal de se dire, bon, bah attends, je connais pas la personne et j'attaque tout de suite par un tu. Mais ça a été aussi très formateur pour le coup, parce qu'on voit que finalement, le tutoiement passe très très bien, très très vite, même quand la personne, c'est un DG, un PDG, un CEO, un DSI ou autre. Et je trouve que ça crée une proximité.
pour le coup. Et une fois que tu as la proximité, l'empathie, tu l'as au fur et à mesure. Et après, si tu es convaincu par ton produit, de toute façon, tu le vendras avec cœur. Et moi, j'ai toujours dit, je pourrais pas, tu vois, vendre des assurances, ou je pourrais pas vendre des produits financiers, ou je pourrais pas vendre des armes, parce que c'est pas quelque chose qui est dans mon ADN ou dans mon alignement. Par contre, vendre de l'événement, vendre du sens, je sais que mon produit est bon, je sais que il y a une valeur ajoutée et il y a un vrai retour business pour mon client. Euh, c'est un vrai engagement pour moi et c'est une vraie source de motivation pour le coup. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que là tu touches aux valeurs et il y a un épisode qui est déjà sorti de Bill Kerr où on a beaucoup parlé de valeurs et de D'accord. comment on le vend côté marketing. Là c'est intéressant parce que tu le touches ce même sujet côté commercial. Tu penses qu'un commercial peut vendre un produit auquel il ne croit pas Je dirais que ça dépend des lui-même? profils. Moi, je peux pas. Je pourrais pas parce que tu as ton côté, j'ai le côté, enfin un côté éthique où tu te dis si tu vends en fait. Après, ça dépend quel type de vente. Si c'est une vente en one shot et que le client t'as pas besoin de faire de churn dessus, ou t'as pas besoin de le fidéliser et que tu sais que tu as un terrain de jeu qui est énorme, je dis oui, c'est possible. Tu crois pas au produit, on va dire le client, tu vas entre guillemets l'arnaquer une fois, mais tu l'arnaqueras pas deux fois. Par contre, on est quand même l'idéal dans le commercial, c'est d'entretenir un relationnel, d'avoir la confiance de ton client, qui resigne les autres années, parce que toi, en tant que commercial, ça te fait aussi entre guillemets moins de travail. Quand tu sais que tu as 50% de ton portefeuille qui est renouvelé automatiquement, ben, l'année suivante, il faut que tu ailles chercher 50% de plus, plus les objectifs supplémentaires. Donc, tu n'as aucun intérêt en fait à faire une politique de terre brûlée et d'arnaquer. Enfin, de toute façon, ça se sait. Et puis ta réputation sur le marché, surtout quand tu travailles dans des milieux très spécifiques, après, tu es connu comme le loup blanc. Donc, tu n'as aucun intérêt. Je pense que c'est possible. Maintenant, il n'y a aucun intérêt à le faire. Voilà. J'en ferai un post LinkedIn dans pas longtemps, mais j'ai eu un client qui me payait très bien. Très, 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 très bien. Mais ça a duré 3 mois. Ouais. Ça a duré 3 mois, mais comme tu as dit, au bout d'un moment, tu testes et tu vois, Mais t'as testé au moins. Oui, Pas de voilà. regret. Exactement. Faut Mm. pas avoir de regrets. Voilà, c'est ça. Tu vois une différence des équipes commerciales entre avant, quand tu t'as démarré ce métier-là, et maintenant, quand tu intègres une équipe? La grande différence, c'est que les équipes commerciales sont beaucoup plus connectées aujourd'hui. Pour le coup, il y a tellement d'outils sur le marché qui sont arrivés que si tu as envie d'être un bon commercial aussi, tu as intérêt en fait à te mettre à niveau et à te mettre comment dirais-je et à être au courant en fait de ce qui se passe sur le marché ou de ce que font tes concurrents ou les boîtes à côté, comment elles travaillent ou comment elles fonctionnent. Euh, Après, la grosse différence, je dirais pas qu'ils sont plus feignants, mais je pense que tous ces outils ont un petit côté pervers sur le côté effectivement où c'est pas qu'ils sont feignants, mais ils attendent que ça leur arrive un peu tout cuit dans le bec. Euh, Moi, j'avais la discussion avec un ancien collègue qui me disait, mais Sandra, c'est dingue parce que là, il y a des nouveaux commerciaux qui sont arrivés dans la société. Ils sont mieux payés que nous quand on est arrivé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, ils décrochent pas le téléphone parce que ça les fait suer. Ils font deux, trois mails, mais ils attendent en fait les leads. Ils attendent en fait que ça arrive. Ils attendent l'appel entrant. Moi, de ma vie de commerciale, si tu veux, je n'ai jamais eu le téléphone qui a sonné tout seul pour bonjour, je voudrais ça. Bah, hop, ok, envoyez-moi le bon de commande et on signe. Ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, j'ai du mal en fait à comprendre aujourd'hui les commerciaux qui arrivent sur le marché qui s'attendent à ça. Voilà, c'est un peu le décalage que je peux noter. Ou après, tout le monde n'est pas comme ça, mais est-ce que c'est un conflit générationnel? Est-ce que c'est dû à l'âge? Je saurais pas te dire. C'est une vraie question. Hmm. Et cette observation-là, tu l'as vue à quel
quel niveau? Un niveau de lead froid, un niveau de lead venant du marketing? Ça, je l'ai vu en fait chez les commerciaux, tu vois, qui arrivent ou les nouveaux commerciaux qui arrivent dans une équipe. Moi, souvent, j'ai entendu dire, ah ouais, mais j'ai pas de pipe, ah ouais, mais j'ai pas de base de données, ah mais j'ai pas de clients, ou tu vois, alors que généralement, quand tu arrives dans une boîte, tu vois ce qu'on te propose, tu vois ce qu'on te donne. Si tu es intelligent, tu fais vite le tour en fait de la base de données, de ce que tu peux prendre, de ce que tu peux pas prendre. Et de toute façon, pour moi, la base du métier commercial, c'est d'envoyer des lignes de pêche un maximum pour pouvoir en fait récupérer à un moment. Donc si tu estimes, tu vois, moi je suis arrivée une fois dans une boîte, je leur dis mais vous avez quoi comme fichier client, etc. Ils avaient 200 noms, 200 entreprises. Euh, Par rapport aux objectifs qui étaient demandés, je dis les comptes sont pas bons, Kevin, ça va pas le faire. Donc, en fait, le premier truc que j'ai fait, les 3 premiers mois, j'ai référencé. Je suis allée chercher des gens sur LinkedIn, je suis allée chercher les bons profils, les bons. En 3 mois, j'avais 700 ou 800 comptes, si tu veux. Là, je commençais à avoir de la matière pour travailler. La data, ça reste quand même le nerf de la guerre. C'est plus tu as de data et plus potentiellement tu peux faire d'actions et plus tu peux recevoir en même temps. Et souvent, ouais, dans les jeunes recrues, enfin dans les recrues, parce que jeunes, il peut y en avoir. Quand je dis jeunes, c'est des nouveaux arrivants, ouais, sur un poste, dans une équipe existante. Ce qui est difficile, c'est quand tu arrives dans une équipe, c'est le pipe est déjà dispatché selon les personnes, si tu veux. Mais il y a toujours de quoi manger, parce qu'il y a toujours des comptes qui sont pas travaillés, qui sont oubliés, mais il y a toujours de quoi manger. Mais il y a toujours cette plainte de dire ouais, mais j'ai pas assez de pipe. Ah ouais, mais c'est compliqué. Ah, j'ai pas les bons contacts. Mais en fait, ça fait partie du métier de commercial. Il faut y aller et il faut trouver les solutions. Et c'est là où je disais, tu as le côté où j'attends que la solution arrive du marketing avec des leads et avec des contacts et une nouvelle base de données, etc., ou je fais moi-même. Et en fait, les deux sont pas à exclure. C'est tu peux attendre du marketing qui te trouve une base de données, etc. Mais toi, en tant que commercial, il faut aussi te nourrir en disant, bah tiens, au marketing, est-ce que tu as vu ce salon? Là, il y a tous les acteurs qui m'intéressent. Est-ce que tu peux essayer de me scraper les acteurs, me trouver les noms? J'ai besoin de telle et telle et telle personne. C'est possible. Et si le marketing n'a pas le temps, bah tu le fais toi-même, en fait. Ça fait partie du job, pour le coup. Et les deux doivent être complémentaires. Précision pour ceux qui nous écoutent, quand elle dit scraper, ça veut dire aller chercher les contacts des personnes qui sont référencées dans un salon pour avoir le numéro de téléphone, adresse email, etc. C'est ça. Tu prêches une convaincue, hein, dans tous les cas, t'as pas besoin de me convaincre à ce sujet-là, mais effectivement, et ça je l'ai beaucoup vu, comme tu dis, des jeunes commerciaux ou plutôt des nouveaux arrivants qui viennent et qui disent, comme tu as dit, hein, j'ai pas de pipe, ou bien on m'a donné un pipe pas bon avec des personnes qui ne sont plus dans les entreprises, la liste elle est pas bonne, elle est pas à jour, et qui reste un peu en mode je me suis fait entuber entre guillemets en rentrant dans la boîte, alors que comme t'as dit, bon certes c'est pas sympa, non. Si c'est le cas, mais effectivement, je pense que nous, le marketing, déjà, on est là pour en support, mais il y a aussi un travail supplémentaire à faire à côté. Oui. Oui, et puis c'est le jeu aussi. Quand tu es le dernier arrivé dans une équipe commerciale, forcément, on va pas te donner les plus beaux comptes, on va pas te donner les comptes qui ont été travaillés depuis 5 ans et qui te ramènent 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a un moment aussi, il faut aussi faire ses preuves. Et souvent, en fait, ce que je trouve assez étonnant, c'est moi j'ai vu beaucoup de sales, si tu veux, avec beaucoup de revendications avant de prouver leur valeur et leur efficacité, si tu veux. Après, c'est peut-être la nouvelle génération et ils ont peut-être raison pour le coup, et je suis peut-être old school sur ce coup-là, mais moi, ma façon de faire, c'est plutôt, OK, d'abord, j'arrive dans une entreprise et avant de vouloir tout révolutionner, je vais regarder, je vais comprendre comment les choses fonctionnent. Je vais regarder comment les services fonctionnent, est-ce qu'il y a une communication, je vais regarder le CRM, comment il est fait, combien il y a de clients, qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui n'est pas actif. Je vais essayer déjà de me faire une vision globale, une analyse. Et puis après, je vais tester des choses. On va me dire des choses, je vais les prendre, je vais les appliquer bêtement. Et puis, je vais me rendre compte, quand j'applique bêtement ce qu'on me dit de faire, j'ai 20% de taux de réussite. Si je le fais à ma façon, j'ai 50-60% de réussite. Donc, au fur et à mesure, je continue à appliquer les consignes parce que tu es dans une entreprise et tu dois suivre les règles. Mais
j'augmente un peu, si tu veux, ma part d'instinct et de travail personnel, si tu veux. Et derrière, en fait, c'est comme ça que j'obtiens les résultats. Et généralement, la première année, je suis. Et puis la deuxième année, quand je suis dans l'entreprise, je fais ce que je veux. Et généralement, les chiffres, ils augmentent et je défonce les chiffres. Parce que moi, je me rappelle, j'étais arrivée dans une boîte et j'avais dit, mais en termes de remise, est-ce qu'il y a déjà des leviers de négociation? On m'a dit, ah non, 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 pas de remise, Sandra, c'est pas possible. Bon, ok. Bon, bah, je dis rien et puis je vends sans remise. Mais je vends sans remise, hein, j'y arrive. Mais c'est plus compliqué. Et puis autour de moi, j'entends les autres sales de la même équipe, mais sur des secteurs différents, faire des -15, des -20, des bouclages, des trucs. Et là, je me dis, alors il y a un truc, il y a un truc. Donc en fait, il faut aussi, il y a les règles et puis il y a la réalité en fait de l'urgence potentiellement d'un bouclage, où il faut en fait savoir rebondir par toi-même. C'est-à-dire qu'on va pas te dire, ouais, non mais lui, tu lui fais -20, comme ça t'es sûr qu'il signe. Euh, voilà, et donc une fois que tu as pris le pli et que tu sais que tu peux aller jusqu'à temps, etc. En fait, moi, je me cale simplement sur ce que font les autres, hein. Je regarde, ça fonctionne pour eux, pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi? Allez, vas-y, on y va. Il y a peut-être aussi le paysage concurrentiel de la personne qui vient et qui dit j'ai le choix entre vous et une autre boîte et voir comment toi tu peux justement tirer le hameçon un peu plus fort vers toi pour que la personne puisse aller plus vers toi, plus que l'autre boîte. Oui, aussi, ouais. Il est intéressant ton métier, Sandra. Ah oui, on s'ennuie pas, hein. Il y a plein de... Mine de rien, on se dit, quand on voit le métier de commercial, on pense toujours aux vendeurs de cuisine ou aux vendeurs de voitures, si tu veux. Mais il y a plein... Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui fait la richesse de ce métier, c'est que je trouve qu'il y a, mine de rien, il y a plein d'enjeux humains. De valeur, d'empathie, et puis il y a quand même un côté très stratège parce que tu vas pas dévoiler tous tes pions au même moment, et puis il y a vraiment ce côté, vraiment, je reviens tout de suite dessus, mais il y a vraiment ce côté instinctif où faut sentir les choses. Et il y a des moments, en fait, tu sais que le client, tu l'as appelé, c'est pas la peine de le rappeler. Faut pas pousser parce que tu vas le perdre. Donc, il faut en fait arriver à doser. Combien de fois je l'appelle, à quel moment je l'appelle, sous quel prétexte je l'appelle, est-ce que j'arrive à trouver une excuse pour le rappeler sans être trop en pression aussi, si tu veux. Donc quand je te disais, c'est vraiment, moi je prends mon métier vraiment comme un jeu, une chasse au trésor et une chasse humaine de enfin ouais, où j'essaie de décrypter un petit peu le comportement humain, le comportement que j'ai en face de moi, et c'est souvent très intéressant pour le coup. Chasse au trésor, ok. Chasse humaine, tu me fais peur là. Par contre, attention, Oui, attention aux propos. attention. Non mais on a compris, on Ouais. a compris. Et la particularité des sales, entre guillemets, et encore, peut-être que j'y reviendrai si j'oublie pas, c'est qu'on sait que vous êtes une équipe qui est objectivée Mm. par rapport à peut-être une autre équipe, admin ou autre. C'est souvent l'équipe dans une boîte qui a son fixe plus son variable, Ouais. ses trucs, etc. Et comme tu as dit, un peu en amont, il y a cette pression qui se rajoute, pas que le côté argent, 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 mais forcément, il y a une espèce de petite compétition justement par rapport à cette partie objectif et une pression qui s'installe, qui peut s'installer, pardon. Comment tu la gères cette pression, toi? Bah, en fait, moi, je la gère bien dans le sens où je sais compartimenter les choses. C'est-à-dire que quand je suis au boulot, je vais être à 200%. Et puis une fois que j'ai claqué la porte du bureau, j'oublie tout, hein. Le nom des clients, ce qui s'est passé dans la journée. Mais c'est aussi l'avantage d'être parent, parce que quand tu rentres à la maison, tu ouvres la porte si tu veux, et tu as tes deux enfants qui arrivent. Ah ben maman, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bah ça te sort tout de suite en fait de ton rôle et de tes soucis et de tes problèmes. Donc déjà, la pression, je arrive à la gérer comme ça. Après, au quotidien, dans le boulot, euh, moi, j'ai ça motif de dire il n'y a rien de personnel, c'est que du travail. Donc en fait, j'essaye de faire un peu un bouclier et une armure en mode il n'y a rien qui me touche. Les chiffres, ils sont pas bons. Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires pour pouvoir aller chercher le chiffre? Est-ce que j'ai contacté toutes les personnes? Est-ce que j'ai mis en action tout ce que je pouvais? Est-ce que je peux faire plus? Et si en fait la réponse à toutes ces questions c'est oui, je reste sereine parce que si les chiffres sont mauvais,
Ça peut être parce que je fais pas bien mon boulot, c'est certain, mais du coup, ça, je le sais. Si je sais que j'ai pas relancé, etc., je sais que c'est de ma faute, hein. Si un jour, tu te dis, tu as une semaine qui est pas bonne, oui, bah, j'ai un peu moins appelé, j'ai pas fait de forcing, j'ai pas rappelé le client, ça m'a saoulé, je l'ai pas fait. Il y a des jours, des semaines où t'es pas forcément non plus dans le move. Euh, Tu le sais, inconsciemment, consciemment, tu le sais pour le coup. Mais si tu es clean et aligné avec toi-même, tu sais que tu as fait le maximum, que tu as tout tenté, etc., et que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi une cause externe, économique, c'est peut-être un pricing ou un positionnement de prix qui est moins bon ou qui est moins attractif, ou c'est peut-être une offre qui est moins attractive et du coup, il faut revoir, il faut aussi remonter les infos. Et c'est là où, en fait, tu dois être aussi force de proposition et constructif. C'est-à-dire que tu dois connaître ton marché en tant que sales, tu dois connaître ton secteur. Et si sur un secteur, il y a un moment où c'est down, il faut pouvoir le voir très vite pour remonter l'info très vite et du coup, changer la stratégie commerciale ou aller sur d'autres secteurs peut-être qui seront plus bankable à un moment. Tu vois, je sais que moi j'ai travaillé beaucoup sur l'IT. Dans le secteur de l'IT, il y a eu des années extraordinaires. Bah là, des dernières années, c'est compliqué. Il y a des grosses boîtes, les gros GAFAM, ils ont licencié énormément de monde. Il y a vraiment des gros sujets. Bah, aujourd'hui, sur l'IT, tu vois, je te dirais, bah, s'il y a un secteur sur lequel il faut baser, ce serait plutôt la gouvernance, la cybersécurité. C'est les sociétés qui sont dans cette veine-là, si tu veux, sur lesquelles il faut tabler. Mais tout ce qui est prestations hautes, si tu veux, je pense que c'est compliqué parce que les investissements aujourd'hui, ils sont vachement restreints. Mais ça, il faut que tu le sentes. Donc en fait, si en réunion commerciale, tu arrives, on te dit, Sandra, les chiffres, ils sont pas bons, tu as vendu 10 000, on attendait 100 000. Ouais, j'ai vendu 10 000, mais en fait, voilà l'état du marché, voilà les concurrents, voilà, on a un Trump qui est en train de faire n'importe quoi en ce moment. Ça a des conséquences. Et en fait, souvent, là où c'est plus compliqué, ou là où moi je peux m'agacer, par contre, c'est que quand tu remontes ces informations et que tu as une direction, par contre, qui va faire l'autruche. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est pas suffisant, faut y aller. Mais et puis qui 2 mois ou 3 mois après vont se rendre compte que oui, effectivement, il y a un vrai impact. Et ce qui est très frustrant pour les commerciaux, c'est comme on est en première ligne, il y a des choses qu'on sent avant la direction. Parce que là-haut, ils ont aussi d'autres sujets, ils ont aussi d'autres priorités. Et tu vois, on parle de relations marketing, commercial, mais on pourrait parler aussi commercial, stratégie et head-off. Il y a un moment, il faut écouter aussi les retours terrain parce qu'ils sont très, très importants. Et ils peuvent te permettre de pallier à une crise ou, tu vois, de changer un peu aussi ta stratégie pour optimiser le chiffre d'affaires. Mm. J'aime beaucoup comment tu as raconté et comment tu as répondu à cette question, dans le sens où si je dois résumer le tout, Oui, je c'est parle le mot beaucoup. responsabilité. Non, 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 franchement, continuons, nous, on t'aime comme ça. Non, mais en fait, tu as parlé de responsabilité au final, dans le sens où effectivement, à partir du moment où toi, tu as mis tous tes efforts et que tu ne regrettes rien, voilà, t'as fait ce que tu avais à faire et surtout, tu le reconnais, tu le verbalises à ton équipe et puis, entre guillemets, après, tu passes à autre chose. Complètement. Tu as ce que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas. Donc, ce que tu maîtrises, tu le fais, comme tu l'as très bien dit, et ce que tu ne maîtrises pas, bah ça, par contre, c'est ta responsabilité, effectivement, d'ouvrir les œillères. Et c'est comme nous, hein, côté marketing. Mm. Je pense notamment, là, tu as parlé de l'IT, je pense à la période Covid, par Oui. exemple, où forcément, tu as eu des budgets marketing qui ont été divisés par X. Mais forcément, nous aussi, on voit des choses, on voit des tendances, on voit des choses côté réseaux sociaux, on voit des prises de parole, enfin, des choses que nous aussi, on va remonter. Et en fait, là où et on va en reparler juste après, c'est que si tu as l'équipe commerciale qui a la partie vraiment terrain, la partie client, l'équipe marketing qui a la partie tendance, marché, et que tu as une direction derrière, effectivement, qui ne bouge pas,
Ah ben, Compliqué. le chiffre d'affaires sera pas au rendez-vous, ça c'est certain. Tu as beau avoir les meilleurs commerciaux du monde, si derrière il n'y a pas une écoute, si tu veux, et une prise de conscience ou une prise en compte en fait de ce qui est dit, c'est compliqué. Après, tu as aussi beaucoup de commerciaux qui ne se remettent pas aussi en question. Attention, là je te parle de moi, de mon expérience, mais j'ai vu des commerciaux de très mauvaise foi aussi dire ah bah ouais mais c'est trop compliqué parce que le marché il est compliqué, le chiffre il rentre pas, les clients ils rentrent pas. Oui, sauf que quand tu grattes un petit peu, parce qu'aujourd'hui avec le CRM tu regardes, tu sais combien il y a de mails qui sont envoyés, tu sais combien il y a d'appels qui sont passés, tu connais les actions, tu vois que toute la semaine tu as une activité, on va dire une centaine d'actions entre les appels, les mails. Quand on est en période de crise, c'est pas suffisant non plus. C'est-à-dire que quand on est en période de crise, là où tu faisais peut-être 50 actions, il faut en faire 200. C'est la règle de la pêche à la ligne. C'est plus tu envoies de lignes, plus tu as de chances de récupérer. Et tu as, des commerciaux qui n'ont pas non plus ce côté où ils disent oui, mais avant je faisais comme ça marchait bien. Ouais, mais avant, c'était avant la crise, ou c'était avant qu'il y ait de la concurrence, c'était avant, on était en monopole, où on avait 2 concurrents. Là, on a 10 concurrents sur le dos, leurs offres, elles sont plus agressives. Donc, effectivement, toi, en tant que commercial, il faut que tu sois aussi plus intelligent. Et bon, donc t'as aussi des commerciaux qui sont, voilà. J'en connais, hein, il y a un nom, j'ai un nom en tête, je vais pas le divulguer ici, mais Tu as eu affaire à c'est ça. jamais facile de toute façon. À partir du moment où on travaille en équipe, faut aussi jouer avec les Oui, personnalités, le côté tête dure, côté commercial aussi, côté marketing, ça existe aussi, mais bon, c'est un oui, tout, oui. comme tu as dit. Oui, et puis la problématique, on va dire, du service commercial, c'est souvent, c'est comme c'est le service commercial qui ramène l'argent, c'est toujours le service commercial qui est un peu star, si tu veux. Donc souvent dans des équipes, tu as un peu des cow-boys. C'est oui, mais de toute façon, si je suis pas là, vous vivez pas quoi. Enfin, je paye votre salaire, tu vois. Tu as un peu ce côté aussi arrogant que j'ai déjà vu dans certaines équipes. Tu te dis là, gars, t'as pas tout compris. Mais après, ça dépend aussi. Ça dépend de l'input de la direction. Si tu as une direction qui met tout le monde en équilibre, il n'y a pas de sujet. Mais si tu as une direction qui tacle des services et qui n'embête entre guillemets jamais les commerciaux parce que les commerciaux ramènent l'argent et ils te font bien comprendre que c'est les commerciaux qui ramènent l'argent, ça donne aussi un côté arrogant au service commercial et qui fait qu'on les aime pas trop parce que voilà, c'est les cow-boys du commerce, c'est voilà, il y a aussi ce côté, moi j'en suis très consciente, hein, pour le coup, j'ai déjà eu affaire à ça où tu te dis bon, peu d'humilité quand même, c'est bien aussi. J'aime beaucoup le cow-boy du commerce, je reprendrai cette expression. Mais ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire. Mais je comprends. Je te propose qu'on joue à un jeu. C'est sur les préjugés des équipes commerciales et des équipes marketing. Si tu veux, moi, je vais commencer pour que tu vois. Mais l'idée, c'est qu'on parle un petit peu, parce que comme tu as dit, les deux équipes sont étroitement liées. L'une sert l'autre. Enfin, ça c'est en théorie, mais en pratique, c'est pas tout le temps le cas. Typiquement, et je commence si tu veux, nous au marketing, donc comme tu as dit, hein, il y a le côté les commerciaux stars, dans le sens où souvent, en plus quand on est dans des entreprises bon enfant, tu as des commerciaux, enfin, quand il y a une signature, tu vois, parfois tu as des petites animations, des choses enfin, qui font Ouais. que tout le monde est content, etc. Le marketing parfois trouve que et ça, enfin, c'est des préjugés, mais c'est par rapport à mon expérience personnelle. Il peut trouver le commercial pas réactif, dans le sens où on est là aussi pour alimenter ce fameux pipe qui vont aller justement aller regarder pour ensuite contacter, etc. De temps en temps, on met en place des choses pour justement créer ce pipe-là, mais au final, on voit peut-être 2-3 semaines après que ce pipe-là n'a pas été touché. Et au final, on est frustré, on se dit, mais purée, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut les trouver un peu feignants de temps en temps, dans le sens où, bah, pareil, parfois le marketing a un petit peu la charge du CRM. Mm. Donc se dire on va créer des automatisations, on va créer des choses pour que tout se connecte bien, etc. Il suffit juste que l'équipe de Sandra appuie sur ce bouton et écrit ça à la fin des calls. Et puis 3 semaines après, on voit que ça n'a jamais été fait. Donc au final, on a des choses qui sont pas très propres, quoi. Je vais m'arrêter là.
deux exemples, mais typiquement, nous, côté market, c'est comme ça qu'on peut voir le commercial de temps en temps. Ouais. J'attends le retour de bâton. C'est quoi les préjugés des commerciaux vis-à-vis du marketing? Ou en tout cas, ceux que tu as en tête? Ce sera peut-être le côté où de toute façon ils comprennent pas notre métier. Ils comprennent pas en fait le besoin client. C'est aussi simple que ça. Ils savent pas ce que c'est là, la réalité du terrain, si tu veux. Je pense que ce sera le plus gros truc. Et puis après peut-être dans l'image d'inconscient, c'est de toute façon les marketeurs, c'est des fonctionnaires à 17 heures, il y a plus personne. Ils sont derrière leur ordinateur toute la journée, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils doivent être en train de chatter avec leur famille, tu vois. C'est parce que c'est très abstrait de se dire que derrière ton ordi, tu vas monter toute une stratégie de lead magnet, que tu vas réaliser un typeform, et tout ça en fait ça prend du temps de réflexion, que ça prend du temps de mettre en place, de tester, de créer des automatisations et que quand on va nous dire effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, pour avoir vos infos, il faut cocher ce bouton-là. Mais en fait, pour pouvoir cocher ce bouton-là et faire cocher ce bouton aux commerciaux, il faut le rendre obligatoire. Sinon, les commerciaux n'appuient jamais dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis un peu une psychorigide en fait du CRM, des tableaux, des reportings et tout ça. Et comme je te disais plus en amont, je sais en fait quelle est la valeur de l'information pour chaque service. Donc, quand on me demande un truc, je l'applique. Et moi, souvent avec mes équipes, quand j'avais des équipes, je disais, mais enfin, je repassais derrière et je dis, vous n'avez pas appuyé et ils vont pas avoir l'info, etc. Et ouais, mais bon, j'ai oublié, j'ai pas le temps, le bouton, je le trouve pas. Chez moi, j'arrive à le trouver, le bouton. Donc en fait, si j'arrive à le trouver, tu vas le trouver, le bouton. Sinon, et en fait, dans une autre boîte que j'avais, on avait un fichier à remplir toutes les semaines et toutes les semaines en fait il y avait plein de commerciaux qui le remplissaient pas, ils n'avaient pas le temps, etc. Ben, je peux te dire qu'à un moment on a dit ok, ben, il y a 150 euros de prime ou je sais plus 200 euros de prime par mois ou par trimestre, je sais plus comment c'était. Si les tableaux sont pas remplis, vous aurez pas votre prime. Ah bah les tableaux ils étaient remplis, hein. Voilà, c'est quand on veut, on peut. Mais oui, des préjugés, il y en a plein. Et oui, je pense que ça va être plutôt ça. C'est vous êtes des fonctionnaires et puis on ne sait pas trop ce que vous faites derrière votre ordinateur toute la journée. Et puis vous comprenez pas le terrain, vous comprenez pas les clients. Il y a un côté humain que vous n'avez pas. Voilà, ça va être, je pense, je pense que c'est les deux plus gros préjugés. Complètement raccord, hein. C'est les deux qui reviennent à chaque fois la plupart du temps. Et comme tu as très bien dit, il y a une malcompréhension des métiers, que ce soit le marketing vis-à-vis du commercial et le commercial vis-à-vis du marketing. On sait qui fait quoi, mais de manière globale. Et enfin, je veux pas faire des généralités, c'est quand même un petit peu des généralités. Mais en fait, là où je peux te donner un exemple très clair et ça va enchaîner avec ma question d'après, c'est que je me rappelle, il y a, alors pour un des clients avec qui j'avais travaillé, t'avais un commercial, bon c'était un peu un commercial, comment le dire de manière gentille, On est entre enfin un nous. commercial qui est non, un commercial qui est installé, tu vois, qui est là depuis Ouais. quelques années, tu vois, qui est moins dans les nouvelles technologies, etc. Et je me rappelle une fois, il était passé moi j'étais en visite chez mon client ce jour-là, il était passé dans l'open space et il voit une nana du marketing qui est sur son téléphone, tu vois. Ouais. Et il fait, mais enfin, il l'a pas dit devant elle, il a dit quand il est retourné dans sa place, mais il a dit, mais purée, mais qui la paye pourquoi on la paye pour être sur son téléphone? Le truc qu'il savait pas, c'est que cette nana-là, c'était la community manager. Ah ben Donc voilà. elle est obligée d'être sur son téléphone toute la journée pour pouvoir faire en sorte que bah, le compte, enfin, même s'il y a tout ce qu'il Oui, faut oui, sur oui. les PC, mais il faut faire les allers-retours, quoi. Ouais, c'est clair. Je referme la parenthèse, mais en tout cas, tu as une malcompréhension des deux métiers. Selon toi, moi j'ai ma petite idée là-dessus, mais j'aimerais bien avoir ton opinion. Selon toi, ce côté éducation de qui fait quoi, ça doit être à quel niveau? Est-ce que ça doit être du côté marketing? Est-ce que ça doit être côté commercial? Est-ce que ça doit être côté direction? Mais avoir cette visibilité de à quoi servent les métiers pour que ça se passe entre guillemets mieux, à quel niveau ça devrait être selon toi? Comme ça, j'ai envie de te dire, la démarche, elle peut être déjà individuelle parce que tu as la curiosité. Moi, cette démarche, je l'ai eue, si tu veux, en faisant des formations, parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose, tu vois, justement pour comprendre les choses et j'avais envie d'une plus grande fluidité. Et puis quand tu parles le même langage
technique, si tu veux, on peut moins aussi te la faire à l'envers et on peut moins te mistoufler, si tu veux. Et si tu arrives en disant, bah tiens, j'aimerais bien que tu mettes en place un lead market et puis que tu vois les résultats arrivent en automatisation avec Zapier sur telle chose et telle chose, là, le marketeur, il va devoir arriver il va dire, mais tu fais quoi? T'es commercial ou euh, tu vois déjà, tu vas marquer des points parce que déjà il y a une compréhension mutuelle. Donc je pense qu'il y a déjà la curiosité personnelle et individuelle. Après, je pense que c'est aux directions et marketing et commercial de s'aligner. Parce que si les têtes, elles sont alignées, les équipes suivent. C'est aussi simple que ça. Si tu as un directeur commercial qui est anti-marketing et qui va avoir un discours négatif envers le service marketing, c'est certain que les équipes marketing, elles adhéreront à rien et elles seront jamais embarquées. Si tu as un directeur commercial qui est ouvert sur le sujet, qui va dire ah, c'est génial, regardez, ils nous ont fait ça le marketing, je leur ai demandé ça, et puis on va avoir ça, et puis qu'est-ce que vous avez, enfin, qui est participatif si tu veux. Déjà, en fait, quand on embarque les gens dans un projet ensemble, déjà, il y a une acceptation qui est plus facile. Euh, et puis après, côté marketing, je pense que c'est la même chose. Si tu as un directeur marketing qui est transparent qui met à plat en fait un plan d'action avec le directeur commercial en fonction de ses besoins, etc. Clairement, les choses elles doivent rouler plus facilement. Il y aura toujours des petites frictions, il y aura toujours des incompréhensions sur des petits points, mais je pense que tu élimines 80% des sujets pour le coup. Mm. Je suis assez d'accord avec toi, même très d'accord avec toi. Euh, En fait, enfin, ça doit, ça doit venir d'en haut. Ça doit venir d'en haut, et quand je dis en haut, c'est pas que les N+1, les S+2, mais ça doit venir des boss, selon moi. Bon, après, ça dépendra forcément de la boîte, hein, de la boîte dans laquelle on est, l'écosystème, mais dans le sens où et je connais, bah, par exemple, l'écosystème startup, souvent, alors, startup scale-up, souvent, ils sont deux ou trois Ouais. à la tête de la boîte. Il y a des associés, des co-associés. Oui, c'est assez Et linéaire. Enfin, l'info, elle descend assez vite, hein, pour le coup. Ouais. ouais, c'est ça. L'info, elle redescend assez vite. Mais après, il y a les sensibilités de boîte en fonction des métiers de base de ces fondateurs-là. Typiquement, bah, Phantom Buster, ça a été créé par des growth D'accord. marketers, par exemple, si je dis pas n'importe quoi. Je crois qu'il y a un technique et quelqu'un qui fait du marketing. Ok. Si je me trompe pas. Peut-être que je peux me tromper et ceux qui m'écoutent, vous m'excuserez si c'est le cas. Mais vis-à-vis de ça, vu que les fondateurs il y a la partie technique, il y a la partie marketing. Ils vont naturellement avoir ces sensibilités et donner un certain nombre de valeurs qui ont un lien Hmm. avec ces métiers-là par leur métier en Oui, fait. l'input Et dans est d'autres dans ce cas de sens-là, figure, oui. Ouais. c'est ça. Dans d'autres cas de figure, tu as des boîtes qui ont été créées par des techs Ouais. et forcément, il y a certaines choses qui passent à côté. Pareil, tu as des boîtes qui sont créées par des commerciaux ou des personnes un peu orientées stratégie, chiffres, des financiers, qui ont moins certaines sensibilités pour la déléguer dans les équipes. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a cette partie-là, mais en fait, chacun, comme tu l'as très bien dit, a sa responsabilité selon moi. Et pour moi, pour que ça se passe bien aussi, il y a le côté aussi de ne pas avoir peur de montrer son travail. C'est-à-dire que moi par exemple, quand je mets en place des choses côté marketing, soit je fais un loom, soit je prends une réunion de 30 minutes avec marketing commercial ou avec la direction si on ne peut pas prendre toutes les équipes pour montrer ce que tu Hmm. fais et expliquer pourquoi tu l'as fait et à quoi ça va servir. Ouais. Avoir aussi ce côté transparent, enfin tu me diras si c'est la même chose de ton côté, Ouais. mais je trouve que ça a beaucoup crevé l'abcès de ah, ils ont fait ça, ça va m'aider ou ça va aider la boîte. Et en plus, moi, on me demande juste de faire deux, trois choses dans tout ce qu'ils ont fait pour que ça puisse fonctionner. Ouais, ouais, complètement. Mais Ça, c'est c'est ce que j'ai vu de mon ouais, ouais, côté. parce que quand tu expliques et que tu évangélises, en fait, bah tu embarques les gens et tu les fais adhérer à ton projet plus facilement. Ouais, moi, je suis assez, pour le coup, je suis très en phase avec toi. Mais pour le coup, moi, j'avais un boss qui disait pour monter une boîte cohérente, il faut un bon stratège, un bon commercial et un bon financier. Tu vois. Donc, si tu as ces C'est trois clair. qualités-là, ta boîte déjà, elle est bien partie. Surtout le financier, hein. Parce que nous, côté marketing, on dépense beaucoup. Ah, trop bien. Bon, bah, pour ceux qui nous écoutent, on a une solution et la voici. Ça a été quoi ton déclic, toi, quand t'as... Parce que toi, t'as compris, c'est pas le cas de
tout le monde. Et moi, je suis en mission à chaque fois quand je travaille avec des commerciaux pour qu'ils comprennent la plus-value côté marketing. Mais toi, ça a été quoi ton déclic? Est-ce que tu l'as eu automatiquement parce qu'au final, tu as commencé dans la com, par exemple? Peut-être que naturellement, tu as une sensibilité dans tous les sujets marketing. Ou bien tu as eu peut-être un déclic autre part? Non, je pense que ça joue parce que, comme je te disais, quand j'ai commencé à bosser après être diplômée, je voulais travailler dans la com et le marketing, si tu veux. Donc je pense que c'est peut-être un regret pour moi de ne pas avoir fait carrière là-dedans et par défaut, tu vois, je me suis orientée vers d'autres sujets, mais j'ai toujours gardé un œil sur ce qui se faisait. Enfin, tu vois, quand j'ai 45 ans, hein, donc tu vois, j'ai connu les débuts de Facebook. Donc quand Facebook est arrivé, j'étais une des premières à m'inscrire, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à voir en fait, j'étais là quand le métier de community manager a été créé, si tu veux. Et c'était à l'époque une révolution, mais vraiment, parce que c'était un nouveau métier. Et je me rappelle qu'il y avait en agence de com, j'avais un collègue qui voulait faire ça et qui faisait des formations et on discutait énormément sur le sujet et qui avait dit, on lui avait dit dans l'agence, oui, bah, c'est bon, vas-y, fais le community management de l'agence. Mais au bout de 3 mois, pareil, on lui dit, non, mais c'est bon, il fait rien de ses journées, il est sur son téléphone toute la journée, mais parce qu'il y avait une mauvaise compréhension du métier, alors que bah, si un community manager doit gérer les crises, doit gérer la com, doit gérer plein de choses, doit être à fond sur plein de réseaux, plein de choses pour voir ce qui se passe et pouvoir rebondir avec les bons mots, etc. Mais c'était des choses qui n'étaient pas comprises. Donc au bout de 3 mois, ils nous ont dit, t'es gentil, tu nous rapportes pas d'argent, on te paye à rien faire, tu reviens à ton ancien métier. Bon, bah, résultat, il est parti, hein, forcément. Mais du coup, tu vois, je pense que je l'ai toujours eu en moi. Je suis très heureuse en étant commerciale parce que ça m'apporte plein de choses, mais je ne conçois pas mon métier de commercial sans faire de la com ou du marketing, pour le coup. Vraiment. Dès que je suis sur un événement ou dès que j'ai une offre commerciale ou qu'il y a une nouvelle offre commerciale qui sort, si tu veux, dans mes métiers, ma première réflexion, c'est comment je vais communiquer sur LinkedIn, comment je vais pouvoir teaser, quelle histoire je vais raconter. On est beaucoup dans le storytelling, si tu veux. Donc c'est pour ça que pour moi, les deux sont très liés au final et que je m'épanouis dans ce métier-là parce que ça demande aussi une sensibilité en plus. Enfin, pour moi, c'est un truc en plus pour le coup. J'aimerais bosser avec des... On n'a jamais bossé ensemble, mais j'aimerais bosser avec des commerciaux que comme toi. Ça me faciliterait la vie. Et en fait, quand on réfléchit bien et dans la logique, c'est que vous, en plus, vous faites des présentations, vous parlez du produit, vous parlez de... Enfin, forcément, il faut On closer derrière. argumente, ouais, Ouais. Et en fait, quand vous faites vos présentations, souvent, en fait, ce que vous dites au début, enfin, je vais me concentrer sur le début des présentations, lorsqu'elles sont bien faites, au final, le jargon, les mots utilisés, la manière dont vous tournez, c'est un peu ce que nous, on utilise côté marketing aussi. complètement. Donc, au final, le commercial utilise le marketing lorsqu'il fait son Ah oui, job. complètement. Complètement. Moi, j'ai travaillé une fois dans un grand groupe. On avait un service marketing, si tu veux. Quand on créait une offre commerciale, on briefait le marketing et le marketing revenait vers nous avec une super présentation, avec des chiffres à l'appui, avec les pain points, avec les points sur lesquels il fallait appuyer, etc. C'était en complément où tu pouvais l'envoyer au client, etc. En plus, si tu veux. Et puis, j'ai travaillé dans des boîtes où j'avais pas de service marketing et où ça, je le faisais toute seule, tu vois. Donc oui, c'est pour moi les deux sont intrinsèquement liés. Tu peux pas bien vendre. Alors si tu es un bon commercial, tu as du bagou et puis tu es intelligent et tu as compris les enjeux, le produit, le marché, tu peux vendre avec ton bagou, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu as des chiffres à la clé en plus, quand tu as des arguments qui sont organisés, bien chiadés, bah, c'est aussi une force sur laquelle tu peux t'appuyer et ça te rend plus fort, quoi. Et c'est aussi intéressant et important de l'avoir. Mm. La boucle est bouclée. J'ai rien à rajouter. Même avec toutes ces sensibilités-là, tu t'es quand même formée. Et c'est comme ça qu'on s'est Oui, connus, hein, Sandra. C'est que je l'ai formée en marketing et au growth marketing. Euh, t'as, t'as beaucoup de bases, tu sais beaucoup de choses, t'as beaucoup de sensibilité, mais tu t'es quand même dit, faut que j'aille un peu plus loin et que je fasse une formation. Pourquoi?
Parce qu'en fait, je sentais qu'il commençait à y avoir un écart de connaissances en termes d'outils, vraiment. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui arrive et ça m'intéresse très fortement. Tu vois, moi, j'ai un mari qui bosse dans l'IT, donc c'est des sujets dont on parle régulièrement à la maison. Lui, il a fait une formation sur l'IT il n'y a pas très longtemps aussi. Et du coup, en fait, ce qui m'a vraiment plu dans cette formation, c'est que tu avais une revisite du gros marketing, du marketing, mais mise en exergue avec plein d'outils, plein de nouveaux outils qui viennent d'être créés sur le marché, qui utilisent l'intelligence artificielle. Et là où j'arrivais, si tu veux, en me disant, putain, c'est une montagne, je ne sais pas comment je vais faire. Quand j'ai vu le programme, si tu veux, je me suis dit, oh là là, je me suis dit, ça va être lourd. Et ben en fait, c'était extraordinaire parce que ça faisait référence à plein de choses que j'avais vues pendant mon école, mais qui étaient actualisées, on va dire, au goût du jour, modernisées. Et j'avais vraiment besoin de ça. Et je dirais plus que cette formation, elle m'a aussi appris en fait à avoir confiance en moi sur plein de sujets, dans le sens où, tu vois, sur toute la partie stratégie commerciale, communication, marketing, euh, moi souvent j'ai l'instinct, j'ai des idées, j'ai des sensations où je me dis, faut aller par là. Mais je manquais souvent, si tu veux, d'arguments ou je manquais, si tu veux, d'assises pour étayer mes propos. Et là, en fait, avec les outils qu'on a eus, en fait, ça m'a permis en fait de pouvoir apprendre à maîtriser des outils IA pour injecter des infos, injecter des idées et pour pouvoir avoir une structure et me baser sur ces structures pour après développer mon argumentaire. Donc là où avant, tu vois, je flippais un peu, où je me disais, ah, je pourrais jamais faire de stratégie, je pourrais jamais faire ça parce que je sais pas faire, etc. Ça m'a donné cette assise et cette assurance en disant, je sais que mes idées sont bonnes, j'ai 20 ans de métier, j'ai du savoir-faire. En fait, quand je compile tout ça dans un outil IA, l'outil IA va en fait me donner la hauteur, si tu veux, que je m'interdisais ou je m'empêchais parce que par manque de confiance, si tu veux. Et donc là, en fait, ça m'a libérée, mais tellement. Donc je suis très très contente d'avoir fait cette formation et que les gens se forment parce que je trouve que enfin pour moi ça a été un vrai déclic pour le coup. Bon, bah écoute, ravi que ça t'ait plu. C'est du miel dans mes oreilles, hein, donc tu peux continuer. Mais très très bien. Et toi, toi, t'avais la démarche parce que, bon, effectivement, moi, lorsque je t'ai formé, t'avais un peu beaucoup de personnes avec beaucoup d'objectifs, mais toi, tu voulais dans tous les cas rester dans la partie Oui. commerciale et que ça reste au final complémentaire de ton métier. Là, moi, j'estime que tu es quelqu'un d'hyper hybride, par exemple, parce que enfin, je dis n'importe quoi, mais le jour où tu as tout le marketing qui est en congé, tu peux mettre en place des choses de ton côté. Mais c'est quand même pas ta vision. C'était quoi exactement que tu recherchais en termes de choses actionnables? Je dis vraiment ça juste sur la partie commerciale, hein. Tout ce qui pouvait être automatisation et création de contenu, tu vois, ça m'a beaucoup intéressé. Où souvent, en fait, quand tu es commercial, tu es pris dans un tunnel de relance, etc. Et tu laisses un peu ton LinkedIn ou tu laisses un peu les choses et tu vas prendre la parole, mais pas de façon assez régulière. Là, le fait, en fait, de voir que tu peux générer du contenu aussi plus facilement, tu as des outils qui sont faits pour, suffit que tu aies la bonne idée, mais souvent, en fait, tu n'as pas la hiérarchie d'idées. Tu vois, il y a pas très longtemps, moi, sur mon LinkedIn, il y avait la mode un petit peu des starter packs. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un, je vais voir, je voulais tester un peu l'outil, voir ce que ça faisait, etc. Et puis, en fait, en partant de là-dessus, ça m'a donné une autre idée. Ça m'a donné une idée pour créer, en fait, une série de posts LinkedIn sur, je vais décrypter chaque outil, enfin chaque objet de mon starter pack et le mettre en relation avec mon métier de commercial. Du coup, ça te permet d'occuper le terrain et puis je voyais aussi les stats, les impressions, etc. Donc ça m'a permis en fait de voir un peu les sujets qui étaient porteurs, les sujets qui étaient moins porteurs aussi. Voilà, et puis te dire voilà dans le milieu professionnel, comme à un moment je cherchais du travail, de dire tu restes dans l'inconscient des gens.
l'air de rien, tu as quand même une activité et tu es vivant, si tu veux. Et je pense que tout ça, ça me sera utile de toute façon sur la partie commerciale. Là, dans mon nouveau métier, pour le coup, sur la communication du réseau, sur comment trouver des clients avec mon réseau professionnel sur LinkedIn. Voilà, c'est un vrai plus. Et puis être force de proposition, là, en termes de marketing, de stratégie, d'offres commerciales, pour le coup, clairement. Splendide. Toi, Sandra, quand t'as quelqu'un, alors toi, comme je disais, t'es vraiment la commerciale parfaite pour un Cool. marketeur avec qui travailler, donc là-dessus ne change pas, on touche du bois. Mais lorsque tu es devant un commercial qui a vraiment pas du tout cet état d'esprit-là vis-à-vis du marketing, c'est quoi Enfin, si tu résumes en 3 points par exemple, comment tu vas avancer que bah, le marketing sert le commerce et vice-versa? Bah, face à un commercial qui est hermétique, si tu veux. Alors moi, j'ai une façon de faire quand je manage, si tu veux, c'est ok, t'es hermétique, tu veux pas faire, tu fais pas. Moi, je vais le faire à ta place et je vais lui montrer les résultats. Et à partir du moment où, tu vois, moi j'ai eu un sales comme ça qui était très réfractaire sur plein de choses. Je lui donnais des conseils et il me disait oui mais non mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça, etc. Je fais ok, je te laisse un mois, tu fais à ta sauce et au bout d'un mois on regarde les résultats. Si au bout d'un mois les résultats ils sont pas bons, par contre je veux plus t'entendre et tu fais à ma façon. Voilà. Ou quand tu as un nouvel outil ou quand tu as un nouveau truc. Donc ça m'est arrivé, tu vois, où bah, au bout d'un mois, parce que mine de rien, je connais le marché, ou quand tu es assis dans ton métier depuis un certain temps, si tu veux, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas parce que tu as tout testé. Donc quand tu as quelqu'un, tu lui dis non, faut faire comme ça, il dit ouais mais non, non, moi j'aime pas, je préfère envoyer un mail. Non mais là, faut appeler en fait pour closer. Non, non, mais je vais lui envoyer un mail. Ok, je te dis rien, fais à ta sauce, il n'y a pas de souci. Puis à la fin du mois, si tu n'as rien signé, bah, on va changer parce que tu as 3 mois de période d'essai et puis au bout du 3 mois, tu seras plus là. Donc clairement. Et donc du coup, quand tu as un nouvel outil, et moi j'ai eu des sales qui étaient réfractaires, ok, vous êtes réfractaire, donc ça existe, voilà ce que ça peut vous apporter. Moi je vais tester. Donc vous décidez d'utiliser, de ne pas utiliser. Pour le moment, je vous fiche la paix. Mais moi je vais l'utiliser parce que je connais mes résultats, je connais mes chiffres, etc. Et à la fin de l'utilisation et à la fin du test, ben en fait, je leur explique que j'ai fait plus 20%, plus 10%, que ça m'a apporté ça, 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 et que maintenant, il va falloir le déployer et qu'ils le veuillent ou non, il va falloir qu'ils le fassent. Parce que la preuve à la pluie, si ça marche pour moi, ça peut marcher pour eux. Parce que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, si tu veux, non plus. Hein, tu as des outils, enfin, tu as des réflexes. Je veux dire, si tu fais les choses, ça fonctionne. Enfin, voilà. Donc voilà comment j'amènerai les choses et voilà comment je gère généralement quand j'ai quelqu'un comme ça qui peut être réfractaire pour le coup. Et puis après, bah, quand ça veut vraiment pas, ça veut vraiment pas. Là, tu as un problème conflictuel et là, ça se gère différemment. J'aime énormément ta réponse. Bah, de toute façon, toutes les réponses qui se basent sur de la donnée et du côté factuel, moi je kiffe, hein, mais Mais ça, effectivement. c'est un truc. Alors ça, c'est un truc pour le coup, j'ai appris de mon mari parce que comme je suis très volubile, si tu veux, souvent quand je lui raconte une histoire, il dit Sandra, sois factuelle, va à l'essentiel, si tu veux. Donc maintenant, il m'a un peu formaté au bout de 20 ans, si tu veux, où je sais que dans le boulot, bah, en fait, une donnée, tu peux pas la contredire. C'est impossible. Donc face à ça, t'es obligé de plier. Je t'adore. Non, mais très bien, bon, bah super. Pour commencer à clôturer purée, ce podcast, c'est hyper intéressant, ou en tout cas pour moi. Bah, moi aussi, tu vois, je vois le temps passer. Effectivement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai chaud, Non, mais mais j'adore, c'est des j'ai pas le sujets. temps passer. Non, mais en fait, c'est toujours compliqué d'aller sur des sujets dont tout le monde parle, mais dont tout le monde a un peu son mot à dire, mais quand même, la relation market-commerciale, il y a le côté chiffre, il y a le côté mise en place, etc. Mais c'est tellement crucial, enfin, c'est stratégique pour une boîte, en fait. Une boîte peut ne pas faire ses Oui. chiffres juste parce que le marketing ne fonctionne pas bien avec le commercial, le service sales et vice-versa. Mm. Donc, vraiment, ce sujet me passionne et je pourrais en parler pendant des heures. Euh, mais on va commencer à clôturer quand même. Peut-être qu'on fera un épisode 2, Bah, on avec verra. plaisir. Alors, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui veut se lancer en tant que commercial,
Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner en tant que commercial pur et dur? Et je fragmente la question en deux. Et est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour un commercial qui utilise le marketing à des fins commerciales? Alors, le premier conseil, c'est de ne pas attendre que les choses arrivent à lui et d'initier les actions déjà. Et puis après, pour la partie marketing et commerciale, de s'assurer que lui déjà a bien compris ses enjeux, son environnement, son persona, les besoins de ses clients pour pouvoir les remonter potentiellement au marketing et voir s'il a des idées, tu vois, d'acquisition et surtout de voir s'ils ont quelles problématiques ils ont. S'ils ont une problématique de rétention de clients, s'ils ont une problématique d'acquisition client, tu vises pas les mêmes objectifs, mais déjà en fait d'avoir une bonne compréhension de son marché, de la concurrence des offres, son persona, ce qu'il attend et comment en fait tu peux être plus intelligent que tes concurrents pour pouvoir aller en fait le démarcher. Et ça, en échangeant avec le marketing doit t'apporter des solutions et doit en tout cas avoir cette vision globale sur laquelle toi tu peux bloquer et te libérer en fait de biais ou de freins ou de choses que tu aurais par toi-même. Hmm. Et comment tu vois ton métier dans quelques années, justement? Enfin, là, tu as déjà connu pas mal de changements et de choses qui ont pas mal bougé ces dernières années. Selon toi, comment ça va aller là dans les futures années? Je pense qu'il va y avoir une accélération sur les outils, sur des automatisations. Est-ce que le commercial sera toujours au cœur des sujets? Je ne sais pas. Je pense que tu as une catégorie, on va dire, de clients qui ont envie toujours d'avoir ce côté relationnel client. Mais là, j'ai vu des outils IA extraordinaires, si tu veux, en termes de relations clients, ou si on ne te dit pas que c'est une IA qui te parle, tu ne le sais pas. Est-ce que le métier commercial dans quelques années va perdurer? Je pense que si tu as envie de persister dans ce métier, tu as intérêt à t'informer et à te maintenir en fait sur toutes les nouvelles technologies qui arrivent pour pouvoir en fait les absorber, on va dire très rapidement, pour t'adapter à ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir une accélération évidente là sur les 5 prochaines années. On va passer à un niveau supérieur et puis tu as des lois aussi là sur le démarchage au mois de janvier qui vont passer, qui vont t'empêcher aussi de démarcher. Donc il va falloir être plus intelligent, plus malin et du coup être un peu un commercial 7.0, j'ai envie de te dire. C'est parce que si tu restes dans ton fauteuil de confort où tu te dis je suis commercial, je vais décrocher mon téléphone, puis appeler les gens pour leur vendre des choses, je pense que tu es mort parce que tu as des IA qui vont très bien le faire. Très bien. Un mot de la fin? Quelque chose à Ben rajouter? non, un grand merci pour le coup pour cet échange. C'était un vrai plaisir de passer cette heure 20 avec toi. Écoute, j'espère que ça plaira à tes auditeurs pour le coup. Et puis, si tu veux un numéro 2, avec grand plaisir. Bah, avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sandra? Bon, écoute, d'être heureuse, simplement. C'est déjà pas C'est mal. déjà très bien. Oui, oui, non, non, être heureuse. Si tu es heureuse dans la vie, tu es heureuse. Enfin, le bon apporte le bon. Donc, je suis dans cette optique de dire, voilà, t'es positif, donc le positif arrive. Voilà, le positif attire le positif. Donc, être heureuse, c'est très bien. Splendide. Ok, donc on te souhaite ça. Moi, je rajouterai la santé Aussi, aussi. oui, c'est important. Yes. Bah, merci à toi. Merci d'être passé. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui nous voient, merci à vous. Et puis on se revoit au prochain épisode, bien sûr. À très vite. Merci, Sandra. Merci.